Bien, bonne soirée à toutes et à tous et merci pour votre présence pour cet avant-dernier conseil du printemps-été 2025. On va commencer tout de suite par l'appel. Grandchamp Jacques présent, Walker James, Présent. Godet Christelle, Présente. Guédon Éric, Giraud Dominique, Hénard Machet Pascal, Lerouy Alexia, pouvoir à Georges Barthes, Barthes Georges, Degnaud Sylviane, Girardot Marie-Claude, pouvoir à Sylviane Degnaud, Tournier Gilles, Baratet Robert, pouvoir à Françoise Grobel, Grobel Françoise, De Curninge Philippe, Grobel Bernadette, pouvoir à Nelly Dufour, Dufour Nelly, Ménez Julien Marc, pas de pouvoir, absent. Commandant Dominique, pouvoir à Stéphanie Arandel. Ah, il a donné, oui, Ménage Julien Marc a donné pouvoir à Dominique Giraud. Dominique Giraud, s'il était absent. Donc, Dominique Giraud. Commandant Dominique, donc pouvoir à Stéphanie Arandel. Coulombel Jérémy, pouvoir à Pascal Hénard-Machet. Raffos Valérie, pouvoir à James Walker. Debouy Jonathan, pouvoir à Éric Guédon. Arandel Stéphanie. Giglet Elisabeth. Sigval Claude, pouvoir à Brigitte Perrault. Perrault Brigitte. Dagan Jean-Marc. Duvant Noël. Donc, le quorum est atteint. On peut valablement délibérer. Désignation d'un secrétaire de séance, d'une secrétaire de séance. Françoise Grobel, acceptez-vous de... Oui, bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent, qui s'abstiennent? Bien, encore une fois, c'est toujours le même succès. Merci Françoise. Le procès verbal du conseil municipal du 7 avril 2025. Vous l'avez parcouru. Est-ce qu'il y a des observations sur ce PV, des interrogations? C'est bon. Pas de remarques, pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. L'état des délégations. Est-ce que sur l'état des délégations, il y a des questions, des interrogations? Oui, Jean-Marc. Oui, à propos donc de la mise en place du conseil municipal des enfants, pourquoi est-ce qu'il y a une subvention qui est allouée, s'il vous plaît? Eric? Les délégations, sur les délégations? On a l'état des délégations? Ah, c'est pour le petit matériel. C'est tout le petit matériel par rapport à... Attendez, je recherche. Ouais, c'est toutes les écharpes qu'ils auront, le Oui, petit matériel lié, voilà. C'est les petits frais Annexes. pour la création du conseil. C'est-à-dire il y a les écharpes, je pense qu'il doit y avoir... parce que ce sont de véritables élections. Donc, ils auront des pins, ils auront tous les attributs du parfait élu, quoi. Donc... on sera mieux qu'un pins, oui. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. On passe donc aux délibérations qui nous sont proposées ce soir. En administration générale, donc, la première délibération concerne une modification des statuts de la CCPVA. Encore une fois, on a eu un long débat en intercommunalité sur les compétences de l'intercommunalité. Donc, en délibération du 11 mars 2025, la CCPVA a approuvé la modification de ses statuts. Les principales modifications ont été listées dans la note de synthèse. Donc, il s'agit, premièrement, d'intégrer dans les statuts des compétences qui étaient déjà exercées par la CCPVA, mais qui ne figuraient pas. Donc, il fallait faire cette mise à jour statutaire. Deuxièmement, il s'agissait de placer les compétences eau et assainissement également, qui auparavant étaient inclus dans les compétences optionnelles. On sait, sont désormais inscrits dans les compétences obligatoires exclusives. On sait bien que c'est d'ailleurs un des cœurs de métier de l'intercommunalité. Plusieurs compétences ont été ajoutées au statut dans la rubrique des autres compétences, avec pas mal de discussions sur les compétences, bien sûr. Alors, ça concerne les participations financières et les versements de subventions à des organismes externes d'intérêt communautaire. Ça concerne la formation musicale. Ça concerne le règlement local de publicité intercommunale, le plan intercommunal de sauvegarde et l'abattoir public départemental.
pour lequel nous aurons une délibération juste après. Parmi ces autres compétences, certaines ont été transférées dans la définition de l'intérêt communautaire. La première, c'est donc le méthaniseur au sein de la compétence supplémentaire protection et mise en valeur de l'environnement. Ça correspond à l'objet initial de ce méthaniseur. Ensuite, c'est la gestion des sentiers de randonnée au sein de la compétence obligatoire aménagement de l'espace. Enfin, c'est la politique d'accueil des saisonniers au sein de la compétence supplémentaire politique du logement et du cadre de vie. Bon, on sait bien aussi combien la problématique du logement et de l'accueil des saisonniers est complexe dans notre intercommunalité, sur l'ensemble des communes. Parmi ces autres compétences, certaines ont fait l'objet d'une suppression. Certains équipements d'intérêt communautaire en raison de leur transfert ou vente. Donc essentiellement, il y a la fruitière de Vinziers. Et puis la politique de la ville. Donc aujourd'hui, je vous propose, conformément à l'article L5211-20 du CGCT, la modification statutaire de l'établissement public de coopération intercommunale. Je vous propose donc de l'approuver, puisque ça devait être fait dans un délai de 3 mois. Donc approuver cette redéfinition actualisée des compétences de la CCPVA. Est-ce que ça soulève des questions, des remarques particulières? Monsieur le maire, si vous permettez. Oui, James. Je suis très ennuyé par ce texte parce que, en fait, aucune des bonnes intentions affichées par la CCPVA lorsqu'il y a eu la grosse augmentation de la fiscalité pour combler la situation financière de la CCPVA qui était extrêmement mauvaise n'a réellement été mise en œuvre. Et alors que le rapport quinquennal de la CLEC, un rapport obligatoire, a démontré que les difficultés financières de l'Interco n'étaient pas le fait des compétences obligatoires, mais le fait des compétences qui étaient rajoutées ensuite dans tous les sens, alors que la Chambre régionale des comptes a souligné dans son rapport de façon extrêmement claire que la dérive des frais de fonctionnement de l'intercommunalité était une vraie difficulté, qu'elle était liée, qu'elle n'était pas liée aux compétences obligatoires, mais surtout qu'elle posait un problème majeur, qui était le fait que les frais de fonctionnement, le niveau de frais de fonctionnement, ne permettait pas à la CCPVA d'investir dans les infrastructures qui sont essentielles pour les compétences de base. J'entends par là l'assainissement, la CRC entend par là les bâtiments, l'assainissement et ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose de dramatique que se dire qu'on n'arrive pas à peser sur le recentrage de l'intercommunalité sur ses compétences essentielles, celles qui ont été transférées par les communes. Ça me chagrine. Maintenant, franchement, il faut quand même reconnaître à ce travail un vrai pas en avant. C'est un lifting. Ce n'est qu'un lifting, mais c'est un lifting déjà. Et aujourd'hui, les compétences sont exprimées avec beaucoup plus de clarté qu'auparavant. On est obligé de se référer à de multiples textes. Donc, quelques regrets, mais notons quand même le progrès. Oui, Elisabeth. Voilà, merci. Oui, puisque nous siégeons au Conseil communautaire ensemble, je vois à quoi tu veux faire allusion. C'est le méthaniseur où certaines fois, je sais que l'apprentissage l'école de musique, ce que je vois ici, c'est par exemple au niveau des logements des saisonniers. Pourquoi nous avons pris cette compétence supplémentaire pour le logement des saisonniers, c'est que dans la vallée d'Abondance, il y a beaucoup de saisonniers qui sont en camion. La loi pour les gens du voyage ayant changé, puisque maintenant on peut mettre un zonage qui est le stécal, donc un logement, un terrain où tu peux construire de l'habitation pour les saisonniers. Tu as des aides comme pour les gens du voyage. Mais il fallait qu'on puisse le rentrer dans cette compétence obligatoire pour qu'on puisse avoir, comme pour les gens du voyage, des financements pour les camions et pour pouvoir faire dans la vallée d'Abondance des logements saisonniers. Pour la formation musicale, si je me souviens bien, puisqu'à l'époque je m'occupais du dossier, nous avons attribué des subventions aux écoles de musique parce que des écoles de musique étaient en grosse difficulté. Je peux comprendre que ça peut coincer parce qu'il fallait qu'on cadre plus.
on a trouvé une solution qui nous semble raisonnable, c'est-à-dire 35% pour les écoles de musique qui sont associatives et 25% pour les écoles de musique, 25% du personnel quand elles sont municipales. Et ce qui concerne la troisième école... Il y avait autre chose, James, qui te chagrinait? Et le méthaniseur, pardon. Comment puis-je oublier le méthaniseur? C'est vrai, je ne voulais pas l'oublier. Tu le sais, puisque nous en discutons à chaque conseil communautaire. C'est un dossier qui nous occupe beaucoup. Je pense que nous pourrons, le 24 juin, puisqu'on a eu encore pas mal enfin, on a eu beaucoup de discussions cet après-midi avec les avocats et avec les autres partenaires, nous pensons alors avoir une décision qui commence à se profiler. Jacques, tu es de l'APIEM et tu peux aussi savoir l'investissement que peut avoir comme énoncé un fournisseur d'eau. Donc on ne donne pas le nom pour éviter de nous dire qu'on fait du favoritisme. Enfin, compliqué de ne pas faire du favoritisme quand on est le seul. Bon, passons. Mais je comprends que tu puisses être mécontent. Mais tu te rappelles que toutes les réunions que nous avons eues concernant le méthaniseur, il fallait tout reprendre. Donc, je peux comprendre que ça ne te satisfait pas, mais il y a eu beaucoup de travail de fait. Ce n'est peut-être pas aussi rapide que tu le souhaiterais, mais que, rassure-toi, si je peux, que nous pouvons souhaiter. Parce qu'au bureau, ça nous occupe beaucoup. Moi, je pense qu'il était urgent de pouvoir cadrer ces compétences obligatoires. Après, elles seront à retravailler aussi. Excuse-moi, Jacques, mais je dois réagir parce que je n'attaque aucune des compétences et je ne vise aucune des compétences qui ont été prises. Je dis simplement que l'intercommunalité est un établissement public de coopération intercommunale. Arrêtons de faire de ce qui est un périmètre restreint une espèce de fourre-tout dans lequel tout ce qui nous semble important est progressivement ajouté. Là, tout à l'heure, on va parler de l'abattoir. Est-ce une compétence intercommunale? Non, c'est une compétence départementale. Et à chaque fois, parce que les échelons qui doivent intervenir n'interviennent pas, on en arrive à des collectivités territoriales qui interviennent à la place d'eux. On appelle ça le millefeuille administratif. On ne peut pas, tous les jours, tous, s'opposer au millefeuille administratif et y concourir lorsqu'on siège dans certaines instances. Les EPCI ont été créés pour mieux gérer un certain nombre de compétences dont l'État a pensé qu'elles seraient mieux gérées en réunissant les communes sur une base qui est le centre de vie. Donc, je ne fais pas un cas particulier d'une compétence, une autre compétence. Je dis simplement, revenons à la loi, revenons à l'esprit de la loi, amenons chacun à intervenir dans son domaine, les collectivités locales, domaine de compétences générales, les EPCI, compétences particulières, fermées, cernées, avec des transferts de compétences qui ne sont pas sécables. Or, on sait les débats qu'il y a eu là-dessus, un certain nombre de compétences qui sont, en fonction que ça arrange Pierre, Paul ou Jacques, sécables ou pas sécables. La loi est précise, les compétences ne sont pas sécables. Cas particulier du tourisme, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, je n'étais pas dans une logique à pointer un tel, un tel, un tel. Je suis vraiment dans une logique de dire, si l'on veut que nos institutions fonctionnent, il faut revenir à ce pourquoi elles ont été faites et s'y limiter. Voilà, c'est tout. Pour moi, le débat est clos. Je ne reviendrai pas dessus, Elisabeth, si tu veux bien. Ouais. Ce n'était pas le cas, hein, en aucune manière. Ouais. Même si certaines fois, il est compliqué de comprendre les choses se sont, mais tu as raison, on va le voir pour l'abattoir. Les choses sont au début pour qu'une compétence soit prise. Ça a été accepté par vote du conseil communautaire parce qu'il nous fallait faire un premier pas. Voilà. Je sais que rien n'est dans l'idéal et j'ai compris qu'il n'y avait aucune agressivité et je comprends et je peux des fois être d'accord avec toi, mais il y a certaines fois la complexité du démarrage de certaines compétences. Ah oui. Moi, j'ajouterais simplement un commentaire
sur ce problème des compétences dont on connaît la complexité. Aujourd'hui, on a un levier qu'il faut vraiment utiliser, et j'en parle en connaissance de cause, c'est la mutualisation. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans des domaines de compétences, rien ne nous empêche d'avoir des opérations mutualisées, ce que j'appelle des GIM, des groupes intercommunaux de mutualisation, qui peuvent concerner, c'est très libre d'ailleurs, ça peut concerner que 4-5 communes. On a lancé, nous, le marché, par exemple, sur les cantines scolaires, qui est un succès. Il y a 8 communes qui ont adhéré. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la carte. Ça permet d'obtenir des réductions de coûts, de mieux gérer l'argent public. Et puis c'est très très souple, ce qui fait que ça change la nature de la relation entre les communes et l'intercommunalité. Parce que globalement, alors c'est pas pour la CPVA, dans toute la France, les communes sont souvent debout contre leurs intercommunalités parce qu'elles se sentent dépossédées. Alors que par la mutualisation, on peut redonner beaucoup de choses. Et puis tenir des particularismes. On a une intercommunalité qui a beaucoup de particularismes, avec quand même trois grands secteurs, donc très, très différents. Donc c'est pas évident à faire cohabiter tout ça. Oui, vas-y. La mutualisation est relativement nouvelle, on en parlait, Oui. mais on était quand même des communes relativement riches. Et ce qui fait que la mutualisation pourra se faire, c'est parce que les budgets baissant, il faudra trouver des nouvelles solutions. Il y a dans certains départements, la mutualisation, elle s'est faite naturellement parce que les budgets étaient restreints. Aujourd'hui, les budgets de la Haute-Savoie et en tout cas de la CCPVA et des intercommunalités autour baissent, bien sûr, et il nous faudra travailler ensemble. Ouais. C'est nouveau. Oui. Donc on a réalisé ce schéma de mutualisation qui est imposé d'ailleurs au niveau des collectivités territoriales. Donc ce travail a demandé presque 2 ans. Cette fois, il existe. Maintenant, il faut qu'on le fasse vivre. Donc on essaie de nourrir, de l'alimenter chaque jour. Et je pense qu'on pourra d'ailleurs retravailler après les compétences plus tard au vu de ce qu'on réalisera dans les mutualisations. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, des questions sur ce dossier des compétences intercommunales ? Pas de commentaires, pas d'autres questions. Je vous remercie. Donc je soumets au vote cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous poursuivons avec la délibération suivante. Le transfert de compétences construction, on vient d'en parler, exploitation de l'abattoir public de Haute-Savoie à la communauté de communes Pays d'Évian, Vallée d'Abondance. Donc face à la pérennité précaire de l'abattoir de Megève, dernier abattoir public de Haute-Savoie, le département de Haute-Savoie et la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc ont uni leurs efforts et mobilisé les établissements publics de coopération intercommunale. Alors, on va revenir sur ce qu'a dit James, c'est de la compétence du département normal. Bon, mais il se trouve que tous les EPCI sont sollicités, donc on ne fait pas exception, afin que le département se dote d'un service public d'abattoir performant, capable de répondre aux besoins et enjeux d'une agriculture de montagne fortement tournée vers l'élevage, aux attentes sociétales de consommer local, garantir des conditions d'abattage qui respectent le bien-être animal, notamment en réduisant les distances de transport des animaux, et de disposer d'un outil aux normes sanitaires. Donc la création d'un abattoir public de proximité relève donc de l'intérêt général, en adéquation avec les besoins du territoire haut-savoyard. Ce nouvel abattoir sera positionné au centre du département, de façon à être facilement accessible, d'une petite dimension, 1500 à 2000 tonnes par an, multi-espèces, adapté aux exploitations agricoles désireuses de commercialiser des viandes en circuit court et pouvant accueillir l'abattage rituel. Donc quand on dit au centre du département, c'est dans le secteur de la vallée de l'Arve. Pour la construction et l'exploitation de cet abattoir départemental, le département de la Haute-Savoie a souhaité impliquer l'ensemble des EPCI, la fiscalité propre, dans le projet. Le portage élaboré conjointement conduit à la création d'un syndicat mixte. Celui-ci associera les communautés de communes et les communautés d'agglomération du département de Haute-Savoie, ainsi que le département. Les investissements spécifiques à la construction de l'abattoir, qui comprennent en particulier l'achat du foncier, une fois les subventions déduites de la région, seraient répartis de la manière suivante. 80% au département, 20% aux EPCI membres, répartis donc sur la base du dernier recensement connu de la population DGF du territoire intercommunal de chacun des EPCI. À cette fin, la commune doit transférer la compétence construction-exploitation de l'abattoir public de Haute-Savoie en lien avec l'animation et la définition de la politique agricole d'intérêt commun sur le département à la CCPVA.
permettant ainsi à l'intercommunalité d'adhérer au syndicat mixte chargé de la construction et de l'exploitation du dit abattoir. Il est précisé que conformément à l'article 10 des statuts de la CCPVA modifiés, l'adhésion de la CCPVA au syndicat mixte ne requiert pas l'approbation des communes membres. Ainsi, le conseil municipal est invité à approuver le transfert de la compétence susmentionnée. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce projet de délibération, hormis déjà la réserve exprimée par James au préalable? Donc je ne vous relis pas la délibération, c'est en conformité avec tout le contexte. S'il n'y a pas de questions et de remarques, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit ensuite par l'approbation du rapport de la Commission locale des charges transférées, la CLECT, du 14 avril 2025. Décidément, c'est moi qui fais tout ce soir. Donc, pour ne pas gêner le président de la CLECT, c'est moi qui vais rapporter le travail fait. Et d'abord, je veux dire me réjouir que la CLECT, ça aussi, ça fait partie des structures qui sont imposées dans le fonctionnement d'une intercommunalité. Donc, à me réjouir que cette CLECT ait travaillé. Elle a été missionnée par la présidente sur l'analyse de l'offre de tourisme sur l'intercommunalité. Donc, la commission locale d'évaluation des charges transférées a pour mission d'évaluer le montant des charges transférées lors d'un transfert, par définition, ou au contraire de retour de compétences entre un EPIC, un établissement public de coopération, un EPCI, de coopération intercommunale et ses communes membres. La CLECT s'est réunie le 14 avril 2025, donc présidée par James Walker, pour examiner les conditions financières d'exercice de la compétence de la CPVA en matière d'animation touristique, compétence partagée avec les communes. En effet, les communes de Bernex et de la Chapelle-Abondance avaient manifesté leur souhait de reprendre à leur charge l'ensemble des animations financées par l'OTPVA, puisque je vous rappelle que nous avons 3 offices de tourisme, Châtel, Évian et l'OTPVA. Parallèlement, la CLECT a été appelée à se prononcer sur un ajustement de l'évaluation initiale de la compétence transférée à la CCPVA en matière de promotion du tourisme. C'est un sujet assez complexe qui a demandé pas mal de travail et de rencontres avec les 22 communes de l'EPCI. Le rapport sur les travaux menés a été adopté par les membres de la CLECT à l'unanimité. Il doit à présent être approuvé par les conseils municipaux des communes membres. À l'issue de cette procédure, le montant des attributions de compensation des communes de Bernex et de la Chapelle-Abondance, concernées par les travaux menés par la CLECT, pourra être modifié. Le conseil municipal est invité à approuver le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, tel qu'annexé à la note de synthèse. Alors, éventuellement, je demanderai à James d'apporter des précisions, s'il y a besoin de précisions et s'il y a des commentaires particuliers. Pas de commentaires, pas de précision. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ah, là, je vais pouvoir souffler un petit peu. Je cède la parole à Sylviane Degnaud pour notre convention pluriannuelle objectif avec la Maison des Arts du Léman, la MAL. Ok. Donc, c'est une convention qui concerne la Maison des Arts et du Léman, communément appelée la MAL dans la région. Et la MAL est un lieu culturel très important dans le Chablais français. Elle propose toute l'année, de septembre à juillet, des spectacles, de la chanson, du théâtre, du jazz, de la danse, du cirque et encore bien d'autres. Il y a peut-être des choses que l'on oublie. Et elle s'est engagée, la MAL, à développer son projet tout d'abord à Thonon, bien sûr, à Évian, et puis plus tard à Publier. Ce sont donc les 3 communes qui sont partenaires de la MAL, mais aussi sur de nombreuses petites communes, dans leur salle des fêtes de ces petites communes, pour rendre la culture accessible à tous. Et on sait que la MAL organise aussi des événements en dehors de ces lieux habituels, comme le spectacle Festival des Petits Malins, spectacle pour les enfants,
Et je crois me rappeler qu'en 2024, donc l'année dernière, le Festival des Petits Malins a drainé plus de 8000 personnes dans la région. Donc c'est un festival vraiment qui a beaucoup d'importance. Et il y a également les chemins de traverse. Donc ces deux actions apportent des spectacles au plus près des habitants du Chablais. Elle travaille aussi régulièrement avec les écoles et les associations pour proposer des activités culturelles à des publics qui en sont parfois très, très éloignés. C'est aussi un espace de création pour les artistes qui peuvent y développer également leurs projets. C'est pourquoi pour soutenir cette action, il convient de conclure une convention pluriannuelle d'objectifs, scène conventionnée d'intérêt national art en territoire. Alors, il faut savoir que c'est un label qui a été acquis par la MAL. C'est une reconnaissance de l'État. Donc, c'est pour 3 années, les années 2025, 2026 et 2027. Donc, cette convention doit être signée entre la MAL, l'État, les départements de la Haute-Savoie, les communes de Thonon-les-Bains, Évian-les-Bains et publiée, pour laquelle la MAL s'engage à son initiative et sous sa responsabilité à réaliser le projet artistique et culturel sous la condition de la responsabilité artistique soit assurée par son directeur Thierry Marcia. Donc c'est directement lié au directeur, ce label. Pour leur part, les partenaires publics s'engagent sous réserve de l'inscription des crédits dans la loi de finances et les budgets des collectivités à soutenir financièrement la MAL pour ses activités, à l'exception des financements imputables à la section d'investissement. Donc la Convention fixe la mise en œuvre concrète du programme d'action artistique et culturelle, les modalités de financement et les relations avec les partenaires publics, les conditions de suivi et d'évaluation du programme d'action artistique et culturelle. Donc pour la commune de Publier, le versement de la subvention est subordonné à la conclusion d'une convention annuelle, le montant de la subvention étant fixé chaque année par le conseil municipal. On l'a d'ailleurs voté dernièrement. Donc le conseil est invité à approuver la convention pluriannuelle d'objectifs pour les années 2025, 2026 et 2027. Monsieur le maire. Bien. Merci Sylviane. Des questions? Oui, Elisabeth. Oui, évidemment, je ne me permettrai pas de remettre en cause cette convention entre la MAL et Publier, puisqu'on sait aussi des très beaux spectacles à la Cité de l'Eau et que c'est magnifique, il y a les chemins de traverse, c'est parfait. Si toutefois, comme c'est une convention pour 3 ans, s'il y avait une année où le budget, je ne sais pas, avait une augmentation, je vais grossir le trait exprès, Sylviane, hein, pas d'agressivité dans ce que je dis, mais on va dire de 25%. Est-ce que vous pourriez est-ce que vous auriez la possibilité de pouvoir renégocier cette subvention? Alors, on la renégocie déjà chaque année, on la rediscute, hein. Donc, je crois me souvenir qu'une commune voisine, dont je ne donnerai pas le nom, avait quand même réduit significativement une année. Donc, ça avait compliqué pas mal la tâche de la MAL. Nous, on n'a pas voulu aller sous ce registre-là. Et je me souviens même qu'au début de notre mandat, on avait même augmenté la subvention. Donc, parce que je considérais, moi, à l'époque aussi, que c'était important que la culture ne s'arrête pas à la Drance ou à la Morge, et que c'était important que ce soit vraiment sur un territoire, un ensemble de territoires. En plus, tous ceux qui sont natifs de la région ont un petit pincement au cœur quand on parle de la MAL. Moi, la MAL, je l'ai vu arriver en 68. Bon, vous n'étiez pas née, Elisabeth, mais moi, moi, ça a été une bouffée d'oxygène quand la MAL est arrivée dans le paysage. C'était une révolution culturelle. Hein, mais à l'époque, ça s'appelait la Maison des Arts et Loisirs. Hein, et donc, c'était vraiment la Maison des Arts et Loisirs. Et pour moi, à titre personnel, j'ai un attachement à cet établissement-là. Donc, je pense que c'est important il faut qu'on ait une continuité aussi. Puis la culture, le patrimoine, c'est important. Ça doit être un élément de sociabilisation aussi. Et puis je pense que dans le cas de Chablais, on a encore beaucoup de gens qui peuvent faire encore des efforts pour accéder à la culture.
Donc il faut leur amener le maximum de culture. Alors, ma question était bien évidemment pas Ouais, mais c'est de se dire, est-ce que vous pouvez revenir si un budget augmentait? Parce que on sait la qualité des spectacles et la question n'est pas là. C'est qu'on sait que tout augmente et est-ce que dans un budget, une augmentation pour la culture, même si elle est utile, on le sait parce que les enfants vont et il y a aucun souci avec ça, cette augmentation pourrait être renégociée par la mairie de publier. Ben, nous, ce qu'on souhaite, c'est en avoir pour notre argent. C'est-à-dire qu'il faut que les prestations correspondent quand même au montant de notre cotisation, qui n'est pas mince quand même. Donc, on est, en contrepartie, on est à combien de spectacles? 3 spectacles, mais on en a eu 2. Donc, c'était quand? L'année dernière, on en a eu 2, non? Oui, mais là, cette Oui. année, on a eu 3 Trois spectacles. spectacles. L'année dernière, on a eu 3 spectacles. Oui. Et il faut savoir que c'est la plus grande salle Oui. de la Malle, hein. On reçoit plus de 1000 personnes dans cette salle. Donc, sur 3 jours, on a un nombre de personnes. On a à peu près 3000 personnes qui passent dans notre commune et qui, on leur donne un spectacle de qualité quand même. C'est important, hein, parce que entre Novarina, nous et Evian, c'est 3 scènes différentes, donc des typologies de spectacles différents. Mais du coup, tu n'as pas répondu à ma question. C'est normal. Est-ce que... Mais James va y Oui, répondre. mais Parce que... la dernière fois, tu m'as dit c'est ma question et tu m'as dit ça, c'est ma réponse. Non, mais là, mais aujourd'hui, je là, on ne se voudrais... permettrait pas. Simplement, bien qu'il y ait des fois, ce soit assez agréable de le faire, mais pour être plus raisonnable, en fait, chaque année, les subventions sont votées par le Conseil. Oui. Donc, cette convention est une convention d'objectifs, mais elle ne nous engage pas pour les subventions de 2026. Voilà. Mais j'y avais en partie. Mais tu ne m'as pas compris, c'est ça le problème. Bien, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Donc je soumets cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci Sylviane. Je reprends la main cette fois sur les ressources humaines pour la modification du tableau des emplois. Donc vous le savez, nous avons été contraints de fermer temporairement le centre nautique de la Cité de l'Eau. Donc pour une durée de plusieurs mois, en raison d'importants travaux de rénovation du système de ventilation. Donc évidemment que pendant cette période, nous nous retrouvons dans l'obligation de reclasser temporairement les 24 agents quand même affectés à cet équipement. Donc afin de garantir la continuité de leur activité professionnelle pendant cette période, la Direction générale des services et la Direction des ressources humaines ont conduit une série d'entretiens. Donc ça s'est fait vraiment en concertation avec chacun des 24 agents. Donc des entretiens individuels avec les services et la Direction des ressources humaines. Cette démarche a permis d'identifier d'une part les aspirations, les compétences et les contraintes de chacun, et d'autre part les besoins opérationnels exprimés par les différents services municipaux. Dans ce contexte et conformément à l'intérêt du service, il a été décidé de mettre en œuvre des mutations internes à l'initiative de la collectivité, permettant de redéployer les agents vers des missions temporaires dans d'autres services. Cette démarche s'inscrit pleinement dans les possibilités offertes par le statut de la fonction publique territoriale, qui ne prévoit pas de chômage technique, mais qui autorise, pour des besoins de fonctionnement, la mutation d'agents au sein de la même collectivité, sans changement de grade bien sûr, ni de cadre d'emploi, sauf vraiment des exceptions spécifiques si l'intérêt du service vraiment le justifiait. Afin de sécuriser juridiquement cette réorganisation temporaire et de permettre l'affectation des agents dans les conditions conformes aux règles statutaires, il est indispensable de procéder à la création de postes correspondants dans le tableau des emplois, dans les filières, cadres d'emploi et quotités adaptés aux missions envisagées. Ces créations de postes doivent nous permettre de mettre en œuvre la mutation interne des agents dans l'intérêt du service, de garantir la conformité du positionnement statutaire des agents durant cette période, de répondre efficacement aux besoins ponctuels identifiés dans d'autres services, d'assurer enfin une utilisation optimale des compétences des agents dans leur champ d'intervention ou leur cadre d'emploi. Voilà, donc je vous invite à approuver cette modification des emplois temporaires liés à cette période de fermeture du centre nautique. Et avant de passer au vote, je vous propose d'en débattre éventuellement s'il y a des questions, des remarques. Oui, Jean-Marc. Combien y a-t-il d'agents concernés? On est 24 sur 24. Ah, pardon. Oui, 24. Ouais.
Bien, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je propose à James Walker maintenant de nous présenter la 8e délibération de la soirée sur les enseignes et publicités extérieures. Généralement, quand c'est des taxes, on pense à moi. Et c'est l'actualisation des tarifs Sur des compétences. de la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures. Donc, je vous rappelle qu'on est appelé chaque année à faire évoluer ces tarifs dans la limite de l'inflation constatée sur l'année qui précède l'année d'exercice. C'est-à-dire que là, on va prendre l'inflation constatée en 2024 pour les tarifs 2026. Vous avez eu le tableau récapitulatif. Le principe de cette taxe, je vous rappelle, c'est pas tant une ressource importante pour la commune, hein, on est à une soixantaine de milliers d'euros, c'est surtout le fait de limiter la pollution visuelle des publicités dans la commune. Ça rejoint d'ailleurs le règlement intercommunal qui est en cours de mise en place. C'est, je vais dire, presque notre pensum annuel. Avez-vous des questions, des remarques, monsieur le maire? Bien, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la droite ligne de la précédente délibération sur les emplois des agents, je vais donner la parole maintenant à Dominique pour la modification du règlement intérieur du centre nautique de la Cité de l'Eau. Vas-y, mets-le. Oui. Là. Donc, la municipalité a dû procéder donc à la fermeture partielle du centre nautique, donc de la Cité de l'Eau, donc depuis le mois de mars-avril de cette année, et donc va se poursuivre à peu près jusqu'à la mi-octobre, sous réserve que, bien entendu, on ait les entreprises sous la main qui soient disponibles pour faire les travaux. Donc, il a été demandé, donc cette situation impacte les usagers ayant souscrit des abonnements ou acheté des cartes d'entrée, ainsi que les participants des activités proposées, donc à la Cité de l'Eau. Afin de protéger ces usagers, il est nécessaire de définir les modalités de remboursement ou de report des prestations non utilisées. Pour cela, il convient de modifier le règlement intérieur du centre nautique en conséquence. Donc, je vous invite donc à approuver ces modifications afin de garantir une gestion juste et transparente de cette situation exceptionnelle. Bien. Des questions ou des commentaires? Oui, Brigitte? Alors, je ne sais pas si on peut coller ma question au règlement intérieur, mais peut-être. Ne figure pas, j'avais suggéré en commission du sport une ouverture par mois, les mois d'hiver, le dimanche. Je sais que les dimanches, les horaires du dimanche ne figurent pas dans ce règlement. Est-ce que vous allez continuer à ouvrir le dimanche? Est-ce que vous allez quand même réfléchir à cette suggestion, quoi? J'avais dit qu'il fallait vraiment être sensible à ouvrir un dimanche après-midi par mois, en 4 mois. Ça représentait 4 mois parce que tout le monde n'allait pas au ski. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui et je ne sais pas quelle est la direction que vous allez prendre. Merci. Alors, c'est un sujet qui revient assez régulièrement sur la table. Le vrai problème, c'est l'emploi aujourd'hui des maîtres nageurs. Ça devient de plus en plus compliqué. D'abord, la ressource n'est pas énorme, hein, et aujourd'hui, on a aussi affaire à des maîtres nageurs qui... le dimanche, voilà, comme dans beaucoup de professions, le volontariat est beaucoup moins évident. Donc, jusqu'à présent, on a essayé de concilier. Le débat n'est pas clos, hein, Brigitte, hein, on pourra peut-être y revenir. Hein. Pour l'instant, on modifie ce règlement compte tenu de la situation exceptionnelle qu'on connaît. Hein. Ouais. Je voudrais rajouter quand même, il y a 11, maîtres nageurs. Bon, il y en a 10. Moi, je proposais 4 demi-journées. Dont 3 qui ont déjà donné leur démission. Voilà. Non, mais après, voilà, est-ce que ça ne va jamais être soumis ou est-ce que quand même, pour penser aux personnes qui ne peuvent pas aller au ski,
J'insiste sur ma journée du dimanche, quoi. Je ferme pas la porte, mais encore une fois, Ouais. c'est assez complexe à mettre en œuvre. Parce que les maîtres nageurs ne sont plus les maîtres nageurs qu'on a connus avant, dans le passé. Ouais. Ouais. Voilà, moi je parle Oui. pas pour moi. Oui, je oui, parle oui, vraiment je comprends, pour, les Brigitte. Oui, oui. citoyens Oui, oui. qui, Oui, oui. qui, le dimanche après-midi d'hiver, voilà, ça pourrait être une opportunité pour eux. En tout cas, là, on ferme pas la porte, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Oui. Ok, merci. Dans la continuité de Brigitte, vous aviez mis en place, vous savez, des formations pour les maîtres nageurs entre Thonon et comme c'est Thonon, Évian et nous. des piscines non couvertes, est-ce que, enfin du coup, attention, là non plus, pas d'agressivité dans la question, est-ce que là aussi c'est une population qui est difficile à pérenniser? Alors, on peut dire aussi que les maîtres nageurs n'ont pas des très gros salaires et il suffit qu'ils traversent le lac. Donc voilà, là aussi, je pense que ça pêche. Mais du coup, pour cette formation, est-ce que vous avez réussi à pérenniser les emplois ou non? Alors, pour la première année cette année, on avait vraiment une équipe cohérente et complète. Jusqu'à présent, c'était laborieux. Là, on les avait. Manque de bol, on a cette situation qui nous tombe dessus. Voilà. Donc, on fait avec ce qu'on vit. Voilà. Bien. Je rajoute que le plus souvent, ce sont des personnes qui viennent de l'extérieur, donc de Bretagne ou d'autres régions de France, et quand elles arrivent ici, elles trouvent la vie très chère dans la région. Donc voilà. Donc il y en a qui repartent, ils restent pas. Donc ceux qui sont partis là, c'est à cause de ça. Ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et nous abordons donc la dernière délibération, qui est quand même essentielle dans ce Conseil, c'est celle relative donc à l'arrêt du projet de PLU et du bilan de la concertation qui a été conduite. Donc vous le savez, par délibération du 17 octobre 2022, le Conseil municipal a prescrit la révision du plan local d'urbanisme, PLU. La dernière version du document avait été approuvée début 2017. Donc, c'est un sujet considérable à traiter, une révision du PLU. Et on peut dire que ça ne s'est pas simplifié depuis la dernière édition, ça s'est même complexifié. Donc, pour rappel, donc, les principaux objectifs que nous poursuivions étaient les suivants. D'abord, il s'agissait de renforcer la préservation des paysages caractéristiques de la commune et mettre davantage l'accent sur la qualité, voire l'ambition environnementale, l'intégration paysagère de l'urbanisation, ainsi que sur la protection des cônes de vue, les perspectives, éléments architecturaux et paysagers. Nous avons la chance d'être une commune qui a su préserver, et ça, faut le reconnaître, une part très importante du territoire en zone naturelle ou agricole. Donc, c'est une caractéristique et une richesse de la commune aussi. Ensuite, il s'agissait pour nous d'assurer une urbanisation cohérente et qualitative de la commune, en identifiant précisément les secteurs susceptibles d'être densifiés, afin notamment de pouvoir davantage préserver les zones pavillonnaires existantes. Donc, on a mis au point un certain nombre de OAP qui vont être évoqués après. Il s'agissait de dimensionner le potentiel de logement en cohérence avec l'organisation urbaine souhaitée, la préservation de l'identité de la commune et la capacité des voies équipements publics. Il s'agissait d'instaurer des orientations d'aménagement et de programmation, les fameuses OAP, dans certains secteurs stratégiques. Le chef-lieu, la plaine d'Amphion, les 2 entrées de ville. On connaît de façon maintenant légendaire la caractéristique assez déplorable, quoi. Donc, afin de pouvoir mieux y encadrer l'urbanisation, assurer l'intégration de nouvelles constructions au sein du bâti existant, accompagner l'élaboration de projets structurants. Le document actuel n'en comportant que 3. Il s'agit aussi de mettre le document en compatibilité avec le SCOT, le schéma de cohérence territoriale du Chablais, qui a été révisé en 2020. Donc là aussi, on n'était plus en phase avec le SCOT, puisque la dernière révision avait eu lieu 3 ans avant 2020. Ainsi que l'autre aspect, au-delà du SCOT, c'est le plan climat et air-énergie territorial, le PCAET. Il s'agissait aussi de favoriser le développement des déplacements doux, notamment piétonniers et cyclables, afin de chercher à assurer une continuité piéton,
cycle, sécurisé entre les différents hameaux de la commune. Il s'agissait donc enfin de renforcer la politique menée en faveur du tissu économique, qu'il s'agisse des entreprises, des commerces ou des services de proximité. Donc les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, qui constitue quand même la clé de voûte de notre document, se décline en 3 axes. Le premier axe, c'est de poursuivre le développement de la commune en favorisant l'habitat permanent et en renforçant la mixité de l'habitat et la cohésion sociale. Bon, on le sait, nos difficultés à nous, c'est l'habitat non permanent. La mixité sociale aujourd'hui, la cohésion sociale, la mixité de l'habitat, elle est assurée. L'axe 2, c'est de renforcer le dynamisme de la commune en soutenant le développement des différents secteurs économiques du territoire. Et enfin, l'axe 3, c'est d'aménager durablement la commune en s'appuyant sur ses qualités paysagères et environnementales. Alors, la concertation engagée a permis d'associer à la définition du projet tout au long de la procédure les habitants de la commune ainsi que les personnes publiques associées, conformément aux modalités définies par la délibération du 23 octobre 2022. Les études de la projet de PLU ont été tenues à la disposition du public au service urbanisme pendant toute la durée de la révision. Le dossier a été constitué et complété au fur et à mesure de l'avancement des études. Le public a pu faire connaître ses observations en les consignant dans le registre ouvert à cet effet. Le public a pu faire part de ses observations auprès du service de l'urbanisme lors de rendez-vous. Les études du PLU ont fait l'objet d'informations dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune. Les 2 réunions publiques ont été tenues le 23 janvier 2024, donc ça c'était la présentation du PADD, et le projet définitif de révision du PLU le 15 avril 2025, 15 avril dernier. La population a pu ainsi de manière continue prendre connaissance et suivre l'évolution des éléments du dossier par la mise à disposition d'éléments d'information en mairie et sur le site internet. Elle a également pu faire état de ses observations du fait de la mise à disposition en mairie d'un registre de concertation. L'ensemble de ces moyens est détaillé dans le bilan de la concertation qui est joint en annexe de la présente délibération. Par ailleurs, les personnes publiques associées, en premier lieu desquelles les services de l'État, la DDT, ont accompagné, entre autres, ont accompagné la commune tout au long de la procédure, à l'occasion de plusieurs séances de travail. Pour faire suite à la phase d'étude, de concertation, d'élaboration associée et au regard des documents qui composent le projet de PLU, le conseil municipal doit désormais arrêter ce projet de révision. Après l'approbation de cette délibération, le projet du PLU sera transmis pour avis aux personnes publiques associées, qui auront donc 3 mois pour faire valoir leurs éventuelles observations. Ensuite, nous entrerons dans la partie enquête publique. Alors, où est-ce que vous me l'avez mis là? Voilà, les conseils publics, oui. Constatation, après l'approbation, voilà, projet de PLU, 3 mois pour les ok, et sera ensuite soumis à l'enquête publique. Voilà. Ce qui permettra aux habitants de s'exprimer une nouvelle fois sur le projet et de faire valoir leurs éventuelles observations avant l'approbation du PLU. À l'issue de cette enquête publique, le commissaire enquêteur remettra son rapport et ses conclusions motivées. Le conseil municipal pourra alors approuver le PLU en y apportant, si nécessaire, des modifications pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis des personnes publiques associées, étant précisé que ces éventuelles modifications ne devront pas remettre en cause l'économie générale du projet de PLU arrêté. Voilà, pour synthétiser la procédure de révision du PLU. Aujourd'hui, donc, on est dans une date formelle d'approbation par le conseil municipal de ce projet de révision avant qu'on poursuive toute la procédure, étant entendu que nous espérons arriver à la validation définitive de ce PLU fin d'année, début 2026. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette... Oui, Jean-Marc? Oui, je voulais revenir sur un petit point donc, du règlement. Alors, c'est vrai que 1444 pages du document, ça se lit pas en une soirée, quoi. Oui. Sur la réglementation en zone UC, bon, j'ai vu que la zone UC, c'était donc le port et le chef-lieu.
l'aménagement du chef-lieu. Et les hauteurs de bâtiments, donc à 16 mètres, je trouve que c'est assez intense, quoi, au vu donc des habitations qui sont existantes actuellement. Oui, alors, Monsieur Taffin, on est resté sur... on a repris les termes sur le PLU existant. du PLU actuel. Après, comme on dit toujours, c'est un maximum à pas dépasser, mais rien n'oblige de monter aussi haut. Obligé d'aller à 16 cas. Sachant que le préalable avant toute règle chiffrée dans l'article relatif à la hauteur, c'est de veiller à une cohérence globale de gabarit par rapport aux bâtiments voisins. Donc oui, 16 mètres, c'est écrit noir sur blanc, mais avant toute chose, on se fiera sur ce qui existe à proximité. Et encore une fois, c'est la reprise de la règle existante. Ouais. Projet portuaire, bon, idéalement, il faut rester à peu près dans le schéma de ce qui est la rue du Port. Hein, ça. Pour le projet portuaire, il n'y a pas de souci. Je veux dire, c'est un contexte qui s'y prête et tout. Mais c'est vrai que sur le chef-lieu, j'ai peur que, d'autant plus que les promoteurs immobiliers, ils vont pas se gêner. Hein. Je veux dire, quand il y a des règles comme ça, ils vont profiter au maximum. Après, il y a quand même toute la partie perspective vue sur le lac, etc. Je pense qu'on n'ira pas sur des constructions non plus d'une excessive hauteur. Hein. C'est ce que dit Yves Taffin. Pour l'instant, 16 mètres, c'est ce qui est au PLU existant. Mais encore une fois, ce sera à nous de réguler. De façon à ce que garantisse. Ce qui est important, c'est que ces deux secteurs font l'objet d'OAP, hein, et que c'est les secteurs sur lesquels on nous demande de densifier. Donc, que ce soit l'État, que ce soit le SCOT, c'est les secteurs sur lesquels il faut vraiment qu'on densifie. Ce qui nous permet quand même aussi d'avoir un développement de la commune raisonné et raisonnable sur les autres secteurs. Donc là aussi. Et puis, encore une fois, densifier c'est bien, mais faut que ce soit supportable pour nous au niveau des infrastructures, des équipements publics derrière. Donc je vous rappelle que dans le PADD, on s'est fixé comme cap à ne pas dépasser. Maintenant, on n'est pas obligé de faire la course pour l'atteindre. C'est de ne pas dépasser les 10 000 habitants à l'horizon 2040. Parce que on a deux communes voisines qui sont urbaines et nous on est entre les deux. Donc ça c'est, il y a bien un moment où les deux vont se rejoindre à un endroit. Donc il y a forte chance que ça soit sur la commune de Publier. Mais justement, il faut qu'on soit en capacité nous de raisonner cet expansionnisme urbain et de le contenir à une juste proportion. Oui, Elisabeth. Oui, 1300 logements en plus. Bien évidemment, évidemment, on ne maîtrise pas tout le temps puisque les terrains privés, on n'a pas trop de possibilités d'avoir son mot à dire puisque si c'est constructible, je ne vois pas de quel droit on pourrait s'opposer. La question qu'on peut se poser, mais là, je tourne un peu en rond parce qu'on le sait très bien, c'est 1300 logements, ça fera des familles supplémentaires et des écoles à faire. Parce qu'on le sait, on avait refait sur notre mandat une école, 2 écoles. Cette année, il y a encore des écoles. Et je me souviens bien que la dernière fois, il y avait une question qui était posée avec les enfants venant de l'extérieur, sachant que c'est compliqué de prendre des enfants de l'extérieur parce que nos écoles sont déjà bien... Donc là aussi, et aussi peut-être un futur collège à publier. Donc, est-ce qu'on aura assez de terrain? Alors, sur le collège, je réponds oui, puisque on a négocié et obtenu que les hectares alloués au futur collège soient pris sur la dotation de l'intercommunalité au titre des équipements structurants. Donc ça, c'est une affaire qui est réglée. Après, on va arriver au terme du deuxième groupe scolaire. Bon, donc un groupe scolaire, c'est 12 millions. Bon, donc on ne peut pas en faire trois par an. Donc la question se posera du troisième groupe scolaire à échéance, pas trop éloigné quand même. Hein. Donc c'est clair qu'il faudra y réfléchir pour engager une nouvelle étude et puis le calibrer
en fonction de ses perspectives. Hein. Donc, et puis l'idée aussi, c'est que les groupes scolaires qu'on construit maintenant, c'est le cas pour Saint-Exupéry, ce sera le cas pour le futur nouveau Thomas Pesquet, parce qu'il y aura un futur nouveau Thomas Pesquet, c'est de faire des projets qui puissent être extensibles après. Hein, avec des capacités d'extension pour absorber pendant quelques années encore. Voilà. Après, je crois que Georges voulait intervenir sur les 1300 logements, c'est ça? Oui. Vas-y. Oui, donc on n'a pas un objectif à 1300 logements. Vous avez bien compris. Notre vision, c'est de limiter la croissance de la commune. On est aujourd'hui aux environs de 8500 habitants. Ça fait 1500 habitants dans les 15 prochaines années. Nos terrains possibles, ça reste limité. Nos zones naturelles ont un petit peu augmenté. Donc, on n'aura pas 1300 habitants. Mais évidemment, l'infrastructure qui doit aller avec une augmentation de la population va être très difficile à gérer. Mais dans toutes les communes qui grandissent comme ça, c'est le même problème. Raison, quand vous parliez, on a quand même une commune qui est magnifique puisqu'on a tous les bords de lac qui sont encore disponibles à la population. Donc là aussi, à espérer que ça durera le plus longtemps possible. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Donc je vais soumettre cette délibération à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons terminé avec les délibérations. Je voudrais donc maintenant faire une intervention suite au courrier de Christophe Méchouk, hein, donc, qui nous fait part donc, de sa démission de mandat de conseiller municipal. Donc Christophe, je l'ai reçu le 20 mai, il m'a remis son courrier. Monsieur le maire, par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon mandat de conseiller municipal de la commune de Publier, pour des raisons personnelles et professionnelles. Cette décision mûrement réfléchie s'inscrit dans un contexte d'évolution de mes engagements professionnels qui ne me permettent plus de consacrer le temps et l'énergie nécessaires à l'exercice de ce mandat dans les conditions de rigueur et de disponibilité qu'il exige. Je tiens à vous remercier sincèrement, ainsi que vos adjoints et l'ensemble des membres du conseil municipal, pour la qualité des échanges que nous avons pu avoir au cours de ces années de travail collectif. Ce fut pour moi un honneur de participer aux réflexions et décisions qui engagent l'avenir de notre commune. Je vous serai gré de bien vouloir prendre acte de ma démission et de la transmettre à Monsieur le Préfet, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Donc, je l'ai fait le lendemain, je lui ai répondu. Donc, Monsieur le conseiller, par courrier en date du 20 mai 2025, vous me faites part de votre décision de démissionner du conseil municipal issu des élections du 15 mars 2020 et que vous avez intégré le 22 février 2021. Votre décision résulte de nouveaux engagements professionnels qui vous conduiront prochainement à quitter définitivement notre commune, comme vous me l'avez indiqué lors de notre entretien. Bien que regrettant évidemment votre départ, je prends acte de votre demande et je la transmets à Madame la préfète de Haute-Savoie, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Je tiens à vous exprimer ma plus profonde gratitude, et celle de tous nos élus, pour votre engagement dans la vie municipale, pour la qualité de vos interventions, pour l'esprit constructif avec lequel vous avez toujours supporté la voix de l'opposition dans nos conseils ou commissions. Je formule à votre endroit mes vœux les plus sincères de parfaite réussite professionnelle et à votre famille des vœux de bonne installation dans votre région d'origine. Je ne doute pas que la distance ne vous privera pas de l'intérêt que vous portez à notre commune et où vous serez toujours le bienvenu. Avec mes plus cordiales salutations. Voilà, donc je remercie encore une fois publiquement Christophe pour, important de le dire, hein, pour l'esprit avec lequel il a participé à l'animation politique de notre commune pendant ces 5 années. Et donc j'ai transmis sa demande à Madame la préfète dès le 21 mai et j'ai sollicité donc la suivante dans la liste, à savoir Madame Deschamps-Charlotte, hein, donc le 26 mai, aujourd'hui. Donc en application de l'article L270 du Code électoral, il me revient de prendre contact avec vous en votre qualité de suivante de liste, suite à la démission de Monsieur Christophe Méchouk, conseiller municipal. La cessation définitive de fonction d'un conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de liste.
sans qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'exige que ce dernier soit préalablement installé, ni accepte d'exercer le mandat de conseiller municipal. Le mandat du conseiller municipal suivant de liste débute donc dès la vacance du siège, et le maire doit le convoquer à toute séance ultérieure. Je procéderai donc à votre installation en début de séance du prochain conseil municipal prévu le mardi 1er juillet 2025. Installation qui sera suivie d'un procès-verbal dédié qui sera affiché. Je vous laisse me confirmer par écrit que vous avez bien pris note de ces éléments. Toutefois, dans l'hypothèse où vous ne souhaiteriez pas siéger, il vous revient à réception de la présidente de renoncer de manière expresse à votre mandat en les formes fixées par l'article L2121 du Code général des collectivités territoriales, à savoir un document écrit aux propos non équivoques, daté et signé, adressé à mon intention. Je vous prie d'agréer l'expression de mes cordiales salutations. Voilà. Donc on prend acte du départ de Christophe et donc de l'installation jusqu'à nouvel ordre donc de Madame Deschamps qui nous rejoindra au prochain conseil municipal si elle l'accepte. Voilà. J'en ai terminé, mais je ne voudrais pas terminer sans revenir sur la révision du PLU et saluer le travail vraiment énorme qui a été fait par notre service de l'urbanisme, en particulier par son chef, Yves Taffin. Je lui avais dit de mettre des rangers aujourd'hui pour qu'il ait pas mal aux chevilles. Hein, mais vraiment, je vous remercie Yves pour tout ce travail pendant plus de 2 ans, presque 3 ans on va dire. Et puis la pédagogie avec laquelle vous l'avez conduit. Vous avez réussi à me faire presque comprendre toutes les subtilités de l'urbanisme, qui sont souvent immenses, voire même impénétrables quelquefois. Je voulais remercier Georges Barthes aussi, notre adjoint à l'urbanisme, pour son engagement personnel aussi très très conséquent. Tout le service d'urbanisme bien sûr. Le cabinet VE2A qui nous accompagne et qui fait un très très bon travail. C'est un cabinet aussi qui pour moi a une grande qualité, c'est qu'il travaille aussi avec nos communes voisines. Donc, on doit en attendre, et je pense que ce sera le cas, un PLU, à défaut d'un PLUI, un PLU qui soit cohérent entre les communes voisines. Et puis, je voudrais remercier bien sûr notre DGS et puis l'ensemble des services qui ont apporté leur contribution. Et puis, saluer aussi l'intérêt de la population pour la démarche. Voilà. Maintenant, il nous reste encore du travail, mais c'est en très bonne voie. Georges ? Oui, je voulais rajouter une petite chose. Je voudrais saluer le travail du service urbanisme, en particulier parce que le travail sur le PLU n'a pas affecté le traitement quotidien de tous les dossiers d'urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, etc. L'effectif n'a guère bougé, et donc il y a eu un effort particulier pour que ce PLU arrive dans les temps, sans perturber le reste du fonctionnement de l'urbanisme. Ils vont souffler un petit peu, ils vont en profiter pour adresser un peu plus de contraventions pour tous les gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Alors, on veillera à ce qu'il ne soit pas malheureux en 2026, quand le PLU aura été définitivement révisé. Rassurez-vous, Yves, on veillera à ce que vous ayez du boulot en conséquence. Voilà, merci à toutes et à tous. Et puis, rendez-vous tout début juillet pour le dernier conseil avant la période estivale. Merci, au plaisir à toutes.